Bonsoir tout le monde. Alors, j'hésite un peu à reprendre tout le fil de l'histoire des conférences de cette année-ci, puisque je ne sais plus exactement ce que je vous ai déjà dit. Mais globalement, on a imaginé un cycle de conférences en rapport avec le projet d'extension de l'école, slash toute une série d'autres choses qu'on va essayer de mener dans les années qui viennent nous-mêmes. Ça, je pense que progressivement, vous commencez à vous être familier avec cette histoire. Et donc, tout le programme de conférences qu'on a imaginé cette année-ci avec Laura qui est là-bas, c'est d'inviter voilà, toute une série de praticiens, praticiennes, architectes et pas que, autour de questions qui vont nous concerner assez directement dans les années qui viennent. Et donc, la première conférence d'il y a un mois était pas totalement au point sur le mode d'interaction qu'on a imaginé. Donc, cette fois-ci, en fait, c'est un peu la première conférence qui inaugure le principe du talk show, c'est-à-dire qu'on avait tellement de gens intéressants à inviter qu'on a doublé les soirées en faisant voilà, une soirée de présentation d'une conférence qu'Estelle va nous faire immédiatement si on retrouve, on a retrouvé, voilà. Et on a également invité Zerm, qui sont tous les deux là devant. Donc on les a invités, eux, à présenter une série d'objets, d'artefacts, de réflexion dans le cabinet de curiosité qui est là derrière. Et l'idée de la soirée, c'est au fond voilà, de vous mettre en conversation aussi tous les deux, enfin toutes les quatre plutôt, puisque voilà, certaines vont parler et d'autres montrent, mais c'est ceux qui montrent qui vont interroger celles qui ont parlé auparavant, si vous m'avez un peu suivi. Donc on va essayer, c'est une première, on espère que ça va marcher. C'est un peu sans filet. Mais voilà, on vous souhaite en tout cas une belle soirée de discussion, de réflexion, qu'on va poursuivre par la suite un peu, voilà, peut-être pas trop tard dans la nuit, mais on a, je remercie le BDA d'avoir réussi à avoir ouvert le bar un peu en dernière minute comme ça. Mais voilà, donc c'est la première soirée d'une question qui va nous occuper toute l'année et sur laquelle on va revenir assez régulièrement. Voilà. Allez, bonne soirée. J'ai un petit micro. Oui, voilà. Ok. C'est parti. Donc bonjour. Donc je suis venue aujourd'hui avec donc Fanny. On est toutes les deux Studio Act. On est un studio d'architecture qui est basé en fait à Rotterdam et aussi à Toulouse. Et on a une pratique peut-être un peu hybride de l'architecture. On est toutes les deux d'anciennes étudiantes de l'école d'archi. On a diplômé en 2016 et après on a eu différentes expériences professionnelles et finalement en 2020 donc j'ai commencé le Studio Act c'est moi où je fais non c'est bon okay. Oui, on a commencé donc Studio Act en 2020. Fanny, elle m'a rejoint un petit peu après. Et voilà, et toutes les deux, on a des expériences. On avait beaucoup d'expériences, je pense, plus sur des plus gros projets. Fanny, plus sur des projets de maîtrise d'œuvre publique. Et puis moi, je travaillais surtout sur des gros projets de logement, de bureaux, un peu larges, avec beaucoup dans des ZAC, etc. Donc des pratiques assez différentes finalement de ce que vous allez voir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, voilà. C'est dommage, l'image est partie. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? C'était juste pour que vous compreniez un petit peu notre parcours et peut-être que vous puissiez faire les liens entre finalement les différents types de projets qu'on va vous présenter. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur la question de la résilience. Donc c'est un mot un petit peu, peut-être un peu fourre-tout, mais je pense que ça nous intéresse vraiment de savoir comment on fait aujourd'hui de l'architecture et comment on fait de l'architecture pour demain, une architecture qui est soutenable, qui travaille dans des régions, des biorégions, qui travaille avec des matériaux locaux, qui réfléchit sur des langages et des formes d'architecture qui peuvent être finalement soutenables et qui peuvent permettre d'autres formes d'habiter. Donc, notre studio, il est un peu hybride. Il commence finalement par des architectures et des expérimentations à échelle 1. Pour nous, c'était une vraie phase d'apprentissage. C'est pour ça aussi que je vais vous montrer une série de petits projets qui sont vraiment des petits projets, mais qui pourtant nous ont beaucoup occupés. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi beaucoup sur la question de la matière. Donc, on est architecte, bien sûr, mais on est aussi... donc, on construit nous-mêmes des petits projets et aussi, on fabrique des prototypes, on expérimente, on fait... des échantillons de matière, etc., pour essayer de comprendre et d'imaginer d'autres formes d'architecture.
Et il y a une partie assez importante du studio qui, donc, c'est recherche par projet, recherche appliquée. C'est des outils, quelque part, de projet. On formule des questions, on recherche à côté des projets, on va dire, bâtis. Et ça, ça nous permet véritablement de questionner comment on fait de l'architecture et puis de questionner des assemblages, des espaces, des fonctions, des systèmes, des histoires, des matières. Donc, c'est aussi sur un champ qui est un petit peu plus large que celui pur, en fait, du dessin ou de la production bâtie. Voilà. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est ce qui informe de manière de faire et qui informe des projets à plusieurs types d'échelles. Et enfin, donc on est parti de la petite échelle et maintenant, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de travailler sur des plus grosses échelles de projets, des échelles qu'on était peut-être plus familières à travailler avant. Et d'un coup, on se retrouve à les reproduire et on les reproduit avec derrière des questions qui nous portent et des expérimentations sur des petits projets qui finalement guident ces plus grands projets. Donc, je pense que c'est un petit peu voilà, la manière dont on pratique. On pratique en fait en France, on pratique aux Pays-Bas, on pratique en Belgique. Et on est aussi amené à faire des projets un peu partout. On travaille en ce moment au Japon, on a travaillé en Espagne sur des petits projets, hein, sur des scénographies, des choses comme ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous porte énormément, c'est de se dire que finalement, on est basé entre Toulouse et Rotterdam et on apprend énormément des régions, des acteurs qu'on va rencontrer, des matériaux qui sont utilisés. Et c'est aussi ça qu'on aime travailler dans cette architecture, de penser une architecture, on peut dire un peu européenne, de se dire que finalement, on apprend de ces territoires à chaque fois, etc. Donc peut-être pour introduire un petit peu plus notre posture, parce que donc on parlait du faire avec, c'était le titre donc de la présentation. Je pense qu'on a une posture qui est à la fois pratique et théorique, et c'est aussi ce qu'on cherche à faire entre l'expérimentation à l'échelle 1, où on se retrouve en fait vraiment à construire nous, et puis de la recherche appliquée, qui est une recherche parfois un peu plus vague, qui est peut-être plus sensible, qui peut être sur des questions géographiques, humaines, sociales, etc. Et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de penser cette question du réemploi. Et pour ça, on a plusieurs figures, je pense, qui nous interpellent. La première, j'aime bien la montrer parce que c'est les chiffonniers. Donc, moi, je suis originaire de la Loire. Et en fait, dans la Loire, on a un mot qui s'appelle, et dans la Haute-Loire, d'ailleurs, on a un mot qui s'appelle le pater. Et le pater, en fait, c'est le chiffonnier. Et c'est donc la personne qui, à une époque, parce que ça n'existe plus, ramassait les chiffons, les os, etc., pour les revendre. Donc, il passait dans les rues, il criait pater, pater. Et puis, il récupérait, en fait, tous ces pas des objets, mais des détritus, et ils les revendaient pour en faire des boutons, du papier, du bois, etc. Et donc, il y avait une économie comme ça qui existait. C'était aussi des acteurs véritablement des rues, par exemple à Paris, etc. Et c'est quelque chose qui a disparu. Nous, ça nous intéresse parce qu'on se dit que parfois, on fait un petit peu ce travail, on va récupérer des matériaux, on va visiter des endroits, on va rencontrer des acteurs et on collecte. Et donc, en fait, dans notre studio, on a plein d'objets, plein de matériaux et on les réutilise dans des projets. Alors, c'est petite échelle, etc. Mais c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend à faire avec. Voilà, ça, c'est, je pense, une des figures presque les plus importantes. Et puis, je montre la figure de la spolia, qui est une figure qui nous a aussi beaucoup intéressés, qui est peut-être plus théorique, qui est aussi un petit peu... qui peut porter à la discussion, parce que la spolia, c'est quand même un acte de vol à la base. Nous, c'est peut-être plus sur la forme, pas tant la symbolique qu'on s'intéresse. Comprendre que quand on fabrique une spolia, donc une spolia, c'est cette espèce d'agglomération de choses qui, à une époque, à l'époque romaine notamment, était en fait du vol, simplement. On allait piller pendant... On menait une guerre, on pillait, puis on volait les colonnes et on les réintégrait, par exemple, dans la ville. Donc on trouve beaucoup d'exemples de spolia à Rome, par exemple, à plein d'autres endroits en Italie, en Grèce. Et donc nous, ça nous intéresse aussi parce qu'on se dit finalement, quand on parle de réemploi, il y a quand même cette notion d'accumulation, d'index, d'assembler en fait des matériaux qui ne sont pas forcément en lien les uns les autres ou qui portent des histoires très fortes. Et je pense que ça, c'est aussi une question qu'on se pose à l'échelle du studio, à l'échelle des projets en général. Enfin, la culture, je pense, du faire avec et du vernaculaire, ça c'est une photo qui est prise en Haute-Loire à côté de chez mon grand-oncle et je trouvais ça intéressant de voir qu'en fait, il y a des cultures un peu locales, de collecter les matériaux, d'avoir un certain nombre de matériaux dans son grenier ou dans son garage, et puis de venir réparer, maintenir son bâtiment, le transformer au fur et à mesure qu'on a besoin de quelque chose. Et cette question, en fait, du faire avec ou des formes vernaculaires qu'on trouve dans toutes les régions, en fait, elle est très informative puisque finalement, elle raconte aussi des manières de faire locales, etc. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est là, qui existe dans le studio. Et enfin, la biorégion, je le montre, c'est un super livre. Et c'est assez intéressant. L'atelier Luma, c'est juste dans la région de Arles, c'est pas très loin d'ici. Je vous invite vraiment à aller voir, parce que déjà, le projet est vraiment intéressant en soi, mais aussi,
cette question qui est écrite, la biorégion. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous porte. Et c'est vraiment cette question aussi de redéfinir la question géographique, de penser un territoire par ses matériaux et plus par ses frontières politiques. Et ça aussi, peut-être que ça nous intéresse parce qu'on habite un petit peu plus loin maintenant et qu'on est amené à travailler sur des territoires voisins et qu'on se rend compte que ces frontières, finalement, elles sont assez inexistantes, et surtout quand on parle de matériaux, de savoir-faire, etc. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de nos sujets un peu théoriques. Maintenant, je vais vous montrer quelques expérimentations. Donc ça, c'est les petits projets qu'on a fait à échelle 1. J'ai volontairement écrit construire, déconstruire, reconstruire parce que je pense que c'est l'un des premiers actes qu'on a essayé et qui nous a permis de comprendre ce que ça voulait dire de réemployer. Parce que finalement, on parle beaucoup de réemploi, mais je pense que la meilleure manière de le comprendre, c'est peut-être de l'expérimenter et de comprendre les étapes qui sont quand même assez nombreuses pour pouvoir passer d'un objet qu'on va récupérer ou même d'un objet qui est dans un ancien bâtiment et qui va être extrait de ce bâtiment pour être ensuite réutilisé. C'est assez important de comprendre sa trajectoire et ce qu'on peut faire à partir de cette trajectoire. Un premier projet qui est un projet un peu temporaire puisqu'il n'existe plus, c'est un projet qu'on a construit, donc dessiné puis construit, qui était à Rotterdam, en plein centre, ou pas vraiment en plein centre, mais plutôt le long de la Meuse. Et ce projet, c'est un peu un objet d'expérimentation pour comprendre ce qu'on peut dire par réemploi. Première approche, première expérience, en fait, et donc un projet qui finalement se dessine d'abord et qui se fabrique en maquette. Et puis en parallèle avec une recherche des matériaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on trouve du bois de réemploi dans la région de Rotterdam, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire des fondations, comment on va travailler l'accroche au sol, etc., parce que c'est un projet temporaire, donc on se pose pas mal de questions. Et donc en se posant ces questions, le projet avance, se dessine, et en même temps il y a des explorations de sites. Je trouve quelques matériaux, notamment des panneaux de polycarbonate, qui je pense est une rencontre un peu particulière aux Pays-Bas, puisque c'est un matériau, je vous en parlerai un petit peu après, mais qui est véritablement ancré, puisque le Pays-Bas, c'est la culture aussi des greenhouses, donc des serres. Et donc le polycarbonate, c'est un matériau qui a recouvert comme ça des hectares et qui finalement est retiré, puisque le verre et de nouvelles formes de greenhouse sont plus efficaces. Donc en fait, voilà, le polycarbonate, il est retiré, il est stocké, puis il est revendu un peu au compte-gouttes. Donc c'est typiquement comme ça des questions et des matériaux qui vont réinformer le projet. Donc il y a cet aller-retour et donc il y a cette construction du projet qui se fait, avec notamment l'introduction de la question de la terre. Donc là, si vous regardez le détail, ça montre aussi un petit peu les matériaux qu'on a mis en œuvre. Donc du petit bois, donc des petits tasseaux qui sont en fait du pin. Donc ça, c'est pas local à la base, mais c'est un matériau qu'on retrouve de partout dans toutes les constructions, les doubles cloisons, etc. Quand on déconstruit, si on ne démolit pas, finalement, on peut retirer ces matériaux, on peut les réutiliser assez facilement, c'est des dimensions standards. Il n'y a pas véritablement de surprise. Et donc, c'est un peu ce qui se passe dans ce projet, c'est-à-dire travailler une sorte de générosité de forme et puis de volume, et puis réfléchir comment on peut faire de l'architecture avec des toutes petites sections de bois, porter une toiture, etc., monter des poteaux à 3 mètres, s'accrocher sur des murs en terre. Comment on pourrait faire des murs en terre de manière temporaire et venir les poser sur des fondations sèches. Ça aussi, c'est des questions qui nous intéressent. Comment on fabrique sec, comment on fait des assemblages secs. Parce qu'en fait, les assemblages secs, c'est ce qui va permettre de les retransformer après, donc de déconstruire ou de transformer ou d'adapter. Voilà, donc ces réflexions-là, voilà, elles se font dans les petits détails, dans des moments comme ça de projet, avec par exemple, donc en pied, on retrouve des petites briques de ciment qui sont en fait ni plus ni moins des petits pavés qu'on met aux Pays-Bas, parce que beaucoup de sols ne sont pas faits en dur, mais ils sont faits en pavé avec du sable qui est tassé, qui est compacté. Et ces pavés, ils sont souvent retirés pour mettre de l'asphalte à la place, du bitume. Et donc, voilà, c'était aussi une manière de penser qu'est-ce qu'on fait avec des tout petits pavés comme ça. Et donc, en les agençant et en travaillant un pisé par-dessus. Donc, la terre, par exemple, venait de Belgique, qui n'était pas très loin. Donc, c'était une expérimentation. L'idée, c'est de la faire venir de Rotterdam, mais c'est trop compliqué. Donc, on a trouvé en Belgique chez BC Matériel, mais du coup, il y a un moment. Et donc, ils ont filé un peu de terre et voilà, ça a fait un mur en pisé qui n'a pas très bien tenu, mais c'était intéressant de voir aussi comment il se comportait dans ce climat. C'est aussi le but de ces expérimentations, c'est de voir comment l'architecture évolue. Et puis voilà, travail des éléments. Donc là, c'était des bois tropicaux qui avaient été achetés pas loin. On les avait achetés dans une
dans une recyclerie et on avait 4 panneaux à débiter. Donc à partir de ces 4 panneaux, on a été capable de faire la porte et l'escalier et puis le tour de porte, par exemple. La toiture était neuve parce que ça, c'était un peu, c'était une première exploration. On n'avait pas forcément toutes les pistes. Maintenant, on est capable de se dire non, en fait, on peut aussi faire des toitures en réemploi, bien que ça pose des questions parce que c'est un élément qu'on va percer. Donc ça, c'est aussi toutes ces questions qui naissent de ce genre de projet. Vient la fin du projet et donc le moment de le déconstruire, et donc une super opportunité pour comprendre que ce qu'on vient de construire, on doit le déconstruire et que du coup, tous ces matériaux, il va falloir en faire quelque chose, et aussi de se retrouver face à quelles sont les difficultés quand on déconstruit, les clous ou les vis qui vont être difficiles à enlever. Bon là, on n'avait que des vis, il n'y avait pas de boulonnage, donc c'était vraiment que des vis. Enfin, tous ces travaux-là. Et donc, on déconstruit ce pavillon. Donc là, vous avez un petit diagramme qui explique un petit peu mieux. D'un coup, on déconstruit ce pavillon et puis on cherche un endroit pour reconstruire quelque chose avec ces matériaux. Et il se trouve que je connaissais des paysagistes qui avaient besoin d'une petite serre dans leur jardin. Et donc, c'était l'opportunité de dire, parce que la question principale, c'était mais où est-ce qu'on va stocker ces matériaux en attendant ? Et donc, l'opportunité, c'était de se dire, ces gens-là ont besoin d'une serre, donc on va construire une petite serre à partir de tous les matériaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les matériaux du pavillon ont été complètement réutilisés et ont été réutilisés sous une nouvelle forme. Donc là, il y avait aussi cet enjeu de comprendre comment on construit pour déconstruire. Je n'ai pas parlé de tous les matériaux et toutes leurs histoires, mais je vais en parler du coup sur le projet suivant. Et donc, naît le projet de la serre, donc, qui est fait des mêmes matériaux, quasiment, puisque certains, par exemple la terre, a été finalement réutilisée dans un autre projet. D'où cette idée un peu de cueillir, de collecter, puis de réutiliser. Et donc voilà, naît ce projet de la serre. Donc c'est un projet qui est très simple, qui est aussi une grille structurelle en bois, avec pareil des 44 par 44 et des 69 par 44 qu'on voit un petit peu partout. Puisqu'on est aux Pays-Bas et qu'il y a beaucoup de vent, on se pose la question un peu de la résistance au vent de ce projet dans un grand champ un peu ouvert. Donc, puisqu'on travaille des fondations sèches et puis non enterrées, il y a évidemment la prise au vent qui existe. Donc, on travaille aussi la question de la tension avec une toiture et simplement un cordage qui vient en fait tendre la toiture sur toute la structure. Puis la structure, en fait, elle est lestée avec ce que vous voyez juste à l'intérieur. Voilà, donc les panneaux de bois qui étaient qui étaient à la base les panneaux de la toiture, qui sont un ancien sol en fait de danse. Et puis les petits pavés là que vous voyez tout du long, finalement c'est pas les pavés qui étaient utilisés pour le soubassement du précédent projet, mais c'est les briques qui sont en fait un reste des paysagistes. Ils avaient des palettes de ça, donc on a utilisé ça. Et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que le projet il a été redessiné peut-être 20 fois, et parce qu'à chaque fois il est adapté avec ce qu'on trouve. Donc finalement ce qui donne le dimensionnement de toute la structure, c'est le dimensionnement des pavés que vous trouvez en fait en bas. Et puis les dalles, elles ont été légèrement recoupées. Tous les tassons ont été réutilisés. Certains ont été redécoupés. Là aussi, l'idée, c'était de franchir avec des petites sections et puis d'être capable d'accrocher, etc. Donc, il y avait toutes ces questions qui font qu'il y a cet assemblage un peu en moisage qui permet en fait plus de flexibilité et qui permet vraiment d'économiser du bois dans ce cas-là. Voilà, et donc à chaque fois, il y a ce travail qui se fait de réfléchir aux détails, à l'accrochage, à l'assemblage. Et puisqu'en fait, on fabrique les structures nous-mêmes, on est vraiment forcé de réfléchir à chaque vis. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça donne une vraie maîtrise, parce que le bois, c'est ça devient évident quand on le pratique. Mais sinon, ouais, il y a la question comment on assemble à chaque fois, en fait. Donc moi, je vous invite vraiment, en tant qu'étudiant, à explorer le faire avec, et puis surtout l'échelle 1. Parce que c'est ce qui va vraiment vous apprendre aussi à repenser vos détails. Quand on est sur le chantier et qu'on doit faire son détail soi-même, on est encore plus exigeant avec les dessins et la préparation avant, même rien que du débitage des tasseaux, d'être capable de se dire on va faire le moins de chutes possible parce qu'on a un nombre linéaire vraiment limité. Voilà, tout ça c'est aussi hyper intéressant et ça fait partie de ce travail de conception. Je vous amène à un autre projet. Donc là, c'est un projet qui se fait dans un deuxième temps et qui du coup utilise des matériaux qui sont légèrement différents, surtout au niveau du bois. La question, c'était aussi, bon, qu'est-ce que c'est qu'un bois local aux Pays-Bas et où est-ce qu'on trouve du bois de réemploi? Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé pour la conception de ce projet, c'était vraiment de chercher
un bois qui permettrait de construire de manière pérenne cet objet. Sachant que pérenne, là aussi, on travaille sur des questions temporaires. Ce n'est pas un projet qui est censé rester 100 ans. C'est un projet qui doit durer au moins 10 ans, qui doit vivre avec des fondations sèches. Donc là, on est à Amsterdam. Donc je vais juste vous montrer, vous expliquer un petit peu aussi les questions qui rythment le projet. Donc ça, c'est une commande d'une petite fondation à Amsterdam, dans le cœur historique. Donc c'est vraiment le premier ring sur un canal. Et puis, il y a beaucoup de grandes maisons comme ça qui rythment le canal. Et à l'arrière-cour, eh ben, il y a d'immenses parcelles de jardins qui sont très fines et qui font 30 mètres de long et qui ont des arbres assez incroyables. Donc, c'est ce que vous voyez là. Là, c'est un arbre, un des arbres des canaux qui sont des arbres classés quand même et qui prennent leurs racines très, très profondes et qui font aussi toute la déformation qu'on voit dans les maisons d'Amsterdam, etc. Et donc, les arbres vont jusqu'au canot. Donc, il y avait aussi cette question, comment on va construire autour de cet arbre, puisqu'il voulait juste un petit espace de travail extérieur, un espace un peu de méditation. Et puis, il y avait cet arbre qu'il fallait inclure dans le projet. Donc, il y a eu une réflexion essentielle sur la question donc, des fondations, parce que la première réaction des ingés, ou même des clients, c'est de dire il va nous falloir des micropieux, et puis à Amsterdam, pour aller chercher le bon sol, il faut descendre à 30 mètres. Et dans une économie de projet pareil, faire des micropieux pour descendre à 30 mètres, c'est un petit peu aberrant. Et surtout, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'on aurait juste fait des micropieux. Donc, c'était pas le but. Et donc, on a cherché d'autres solutions et on a simplement, ça paraît un peu dingue pour la taille du projet, mais en fait, on a demandé à des ingés, un bureau d'ingénierie, donc Bollinger Grohmann, juste de, redimensionner le projet pour être sûr qu'on n'utilise pas trop de bois, et puis de surtout réfléchir à la question des fondations. Et donc, en dessinant le projet, etc., on leur envoie des petites minutes et tout, en leur disant, mais comment est-ce qu'on ne peut pas juste faire des fondations sèches et puis tant pis, le projet va bouger, va se déformer, ce qui est le cas en fait. Le projet il se déforme, etc. Et puis finalement, on en vient que c'est la seule solution, donc on va utiliser des fondations sèches. Et c'est pour ça que le projet flotte en fait. Le projet est juste posé sur des petits plots. Et on accepte que le projet il va se déformer, puisque finalement toute la ville d'Amsterdam se déforme. Donc pourquoi pas se déformer aussi. Et surtout, ça nous éviterait de toucher les racines, parce que quand on commence à fabriquer des micropieux, on vient bien sûr se plaquer dans les racines et on ne veut surtout pas tuer l'arbre. Voilà. Donc ce projet, il s'accompagne de réflexions peut-être plus à l'échelle régionale, de se dire comment on va sourcer tous les matériaux pour que 100% du projet, en fait, soit du réemploi. On n'a pas réussi à faire 100%, juste la toiture, c'est du neuf, mais tout le reste, c'est que du réemploi. Et donc, on va, avec un camion, chercher tous les matériaux et les acheminer à Amsterdam. Et voilà. Et donc, on se questionne sur comment on va réutiliser ce bois et comment on va trouver du bois de réemploi. Et là, d'un coup, on tombe sur ça, le bois, en fait, des bois durs exotiques qui viennent de Guyane et qui sont les anciens pieux d'amarrage des ports, donc du port de Rotterdam notamment, mais le port d'Anvers en a plein, le port d'Amsterdam aussi. Et donc, c'est des immenses pieux de 30 mètres de long, qui ont des diamètres comme ça, quoi. Donc c'est du bois qui est dur, c'est les bois les plus durs, et c'est les bois aussi qui sont un peu trissables, qui résistent à toutes les intempéries, qui peuvent être complètement immergés, etc. Et donc ces bois-là, ils sont sortis du port parce que finalement le port, il a plus besoin d'infrastructures en bois, donc il remplace tout par du métal. Ils sortent donc tous ces troncs, tous ces gros pieux. Et puis, ils se retrouvent à être possiblement débités pour faire des planches de terrasse. Mais c'est un peu à la marge, c'est un truc de particulier qui va finalement chez un métallurgier qui lui vend un peu au détail quelques planches. Et donc là, on se dit, mais c'est super intéressant. Bon, ça pose des questions éthiques, ça pose des questions politiques, parce que quand même, on parle d'un bois qui a été pillé. Mais c'est intéressant en termes de réemploi. Donc on avance, on fabrique ce projet petit à petit donc avec ces bois. Donc là, vous voyez un bois qui vient d'être débité et qui va être débité. Et puis, on travaille aussi sur les questions du coup, de polycarbonate. Est-ce qu'on peut utiliser ces panneaux? Parce qu'en fait, c'est très peu cher au mètre carré, c'est quand même très résistant, c'est plus résistant que le verre, c'est facile à poser. Ça a plein d'avantages. C'est du plastique, donc quand même, c'est dommage de laisser du plastique comme ça. Et surtout, finalement, ça représente toute la culture de la production intensive des Pays-Bas. Donc là aussi, c'est un facteur quand même un peu politique. Voilà, donc on se retrouve à utiliser ça dans le projet. Et puis là, vous voyez un petit peu les fondations.
Et voilà, le projet se dessine en rajoutant des matériaux au fur et à mesure, etc. Les dalles de plafond qui sont des anciennes plaques en fait de boîtes de nuit qui ont été on a juste retiré en fait il y avait une sorte de textile un peu affreux avec des petites paillettes, puis on l'a retiré et en fait c'est des super plaques de comment on appelle ça, de contreplaqué rouge un peu décoloré à des endroits avec des dégradés, etc. Donc c'est super chouette en fait pour faire justement le contreventement et les dalles de plafond. Voilà. Et puis la question, je pense aussi qu'on trouve vraiment intéressante quand on fait un toit de l'eau, et qu'est-ce qu'on fait de l'eau, comment on la récupère, comment on la collecte, comment on fait en sorte que ça ne crée pas une inondation, mais que ça soit plutôt un endroit, un plus quoi, pour arroser son jardin, pour tirer la chasse d'eau, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont super intéressantes et donc qu'on a aussi essayé d'explorer ici. Voilà. Mais on s'est aussi heurté à des choses très compliquées. C'est un bois extrêmement dur et donc pour travailler ce bois, au lieu de mettre 1 mois et demi pour faire le chantier, plus la complexité du site avec un tunnel à Amsterdam pour accéder au jardin, on s'est retrouvé à faire ça pendant 3 mois. Enfin, je me suis retrouvée aussi pas mal à faire ça pendant 3 mois. Et donc là, c'était aussi une question de se dire, bon, on réemploie, on utilise des matériaux. Et forcément, on se confronte à des erreurs sur le design, c'est-à-dire que la complexité des assemblages faisait qu'un bois pareil, ça demande énormément de pianotage, de desserrer, serrer, etc. pour arriver à faire passer les poutres. Du coup, on s'est dit, mais on va réutiliser ce bois, mais on va simplifier la vie. Et donc, on a fait ce projet il n'y a pas longtemps là, à Amiens. Et là, on a travaillé de manière un peu différente. On s'est dit, bon, on va juste préfabriquer. On a un grand atelier, donc on a préfabriqué tout le projet. Et on l'a envoyé à Amiens. On l'a monté là-bas, etc. Donc là, c'est un projet qui est assez simple. C'est pour le Festival des Jardins de Amiens. C'est entouré par un jardin comestible. Qui a été fait par des paysagistes LMNL avec qui on travaillait. Et nous, on a travaillé juste une petite pergola avec un collecteur d'eau, simplement. Et donc, c'est juste un espace qu'on accède finalement en barque, puisqu'en fait, voilà, je vous montre, c'est juste une petite île, en fait, et on a fabriqué cette petite pergola. Et là, on a travaillé des assemblages en bois beaucoup plus simples, de manière, en fait, à être super libre avec un bois aussi dur. Et d'un coup, le projet, en fait, s'est monté en 1 semaine, c'était très facile. Donc, c'est aussi ça, l'apprentissage du 1. C'est aussi penser en termes de chantier, penser en termes d'économie de moyens, d'énergie, et de pouvoir se dire que si on utilise ce bois à une plus grande échelle, il y a une véritable réalité de la mise en œuvre. Voilà, je défile un petit peu le projet. Donc là, on voit le collecteur d'eau, les croisées. Voilà. Et donc, tous ces petits projets d'échelle 1, finalement, ils s'accompagnent aussi de ce qu'on peut appeler une recherche appliquée. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu spécifique aussi aux Pays-Bas, mais on ne parle pas forcément de recherche académique, on parle juste de recherche par le projet, de recherche des matériaux, etc. Il y a beaucoup de fonds qui supportent la recherche. Et finalement, ça permet à des petits studios comme nous de mener des questions de projet, de se positionner, de réfléchir à en fait quelles sont les forces d'un projet, quels sont les potentiels, quand on parle par exemple de matériaux résilients, etc. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur ça. Donc, notre production, elle est bâtie, mais elle est aussi... parfois, c'est des films, parfois, c'est des livres. Enfin, voilà, on apprécie vraiment, en fait, de croiser ces regards. Et on pense véritablement que la recherche, elle enrichit le projet et que c'est vraiment 2 choses qui doivent fonctionner en dialogue. Alors, en tout cas, c'est nous comme ça qu'on le fait. Cette image, c'est donc les pieux qui sortent du port. Et ça, c'est un petit projet de recherche qu'on a mené l'année dernière. On avait répondu à un appel à projet où on était assez intéressé par donc, les histoires cachées de ces bois et comprendre que finalement, quand on parle de réemploi, on parle aussi d'histoire. Et que toutes ces histoires, c'est la même chose quand on parle de réhabilitation, quand on va transformer un bâtiment, il y a une histoire dans un bâtiment. Mais en fait, si on imagine juste les matériaux en soi, on peut aussi les imaginer avec leur histoire. Et donc, toute leur charge politique, historique, sociale, etc. Et dans le cas, je pense, des Pays-Bas et de beaucoup de pays européens, la question coloniale, elle est quand même très sous-jacente. Et si on imagine que tous ces bois, ils ont été pillés dans les Guyanes, ça pose quand même des questions d'éthique, ça pose des questions d'appartenance, etc. Et au-delà de ça, c'est juste quelles sont ces histoires derrière et quel est le rapport encore aujourd'hui de la Guyane, par exemple, avec ces bois. Donc, on a travaillé ce projet, c'est en fait un film, donc je ne vous montre pas parce que c'est long, mais voilà. Donc, on a travaillé parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 Guyanes
Et puis, les Pays-Bas, ils ont colonisé les 3 Guyanes d'abord, mais ils ont surtout gardé le Suriname pendant très longtemps. Puis le Suriname est bien sûr aujourd'hui indépendant, mais quand même lié aux Pays-Bas. Et le Suriname, c'est à côté de la Guyane, en fait, qu'on a toujours la Guyane française. Et puis, ils partagent bien sûr la rivière et toute la richesse de la forêt qui existe là-bas. Et donc, on a travaillé en lien avec, en fait, une chercheuse qui autrefois a travaillé donc, aux archives de la Guyane. On a travaillé avec un photographe, Ronan Liétard, qui est basé en Guyane, et qui travaille beaucoup pour des projets sociaux, parfois de l'architecture, mais beaucoup de projets sociaux, etc. Et donc, il y a une très bonne connaissance du territoire. Et on leur a demandé simplement de collecter ces histoires et d'essayer d'imaginer comment... donc nous, on s'est un peu placé plutôt en termes de curateurs, donc d'imaginer quelles pourraient être ces histoires. Et puis on leur a demandé d'aller investiguer les histoires et de les collecter. Donc ils ont rencontré différentes personnes, ils ont fait beaucoup de photos terrain. Nous, en attendant, on a collecté beaucoup à distance. Et puis comme ça, on a travaillé, on a monté une sorte de petit répertoire. Donc on a 7 histoires, on a un sculpteur, on a un descendant d'une scierie, on a une personne qui travaillait sur les questions donc des habitats et des habitats communautaires vernaculaires. Donc tout cet ensemble en fait finalement a fabriqué un petit film, et ça c'est des choses qui pour nous sont super intéressantes parce qu'on travaille avec ces bois, et donc en fait travailler avec ces bois, ça veut aussi dire connaître et révéler ces histoires. Et donc voilà, c'est un des travaux qu'on a mené en parallèle. Je montre un peu des photos. C'est un peu dur de l'expliquer sans la vidéo, mais c'est quand même véritablement intéressant de comprendre le rapport qu'il y a entre les bois qu'on voit dans ce port de Rotterdam et puis finalement ces arbres qui n'ont jamais été coupés et qui ne peuvent pas être coupés parce qu'en fait, donc c'est ce qu'ils appellent les fromagers en Guyane. Et par exemple, c'est des arbres, si on les coupe, ça va porter malheur, et c'est véritable puisque les gens meurent s'ils les coupent. Et donc, il y a tout un travail, il y a toute une réflexion sur la forêt, le vaudou, etc. Et se rendre compte que finalement, tous ces rituels, ils sont quand même en fait existants, ils perdurent. Et donc, le rapport qu'il va y avoir avec couper un arbre en Guyane et couper un arbre chez nous est complètement différent. Et donc, je pense que ça, c'est une des histoires, je ne rentre pas dans le détail. Quand on parle de recherche, on parle aussi donc, parfois de recherche qui va se faire avec des maquettes. Donc là, c'est par exemple un projet qu'on a mené et qu'on, entre guillemets, mène toujours avec donc, les ateliers Luma. Les ateliers Luma, ils travaillent énormément sur la question de la biorégion, et ils nous ont invités à réfléchir sur les questions du coup de réemploi. Ce qui, pour nous, on trouve ça très intéressant parce qu'on se dit finalement, quand on veut parler de ressources et quand on veut parler d'une architecture durable ou une architecture soutenable pour le futur, on peut penser réemploi, on peut penser biosourcé, il y a des multitudes de façons de penser, mais surtout la question, elle est plus dans la géographie et donc dans la localité, et on a trouvé très intéressant de développer ces questions de réemploi, notamment à l'échelle des scénographies, puisque la scénographie, c'est quand même un des travails qui consomme le plus de matériaux en très peu de temps. Et donc, on a mené ces recherches en ayant cet objet d'étude en tête. Donc, on a exploré le territoire de Arles, finalement. On l'a exploré à travers des cartes, à travers des visites de sites, à travers des diagrammes. Et on a comme ça répertorié des revendeurs de matériaux de réemploi, des acteurs locaux de matériaux de réemploi, des entreprises de démolition. Donc on avait tracé là un cercle en fait, de 100 km autour de la région d'Arles. Et puis comme ça, on s'est intéressé à ce qui existait. Donc on n'a pas tout répertorié, mais on en a répertorié quelques-unes. On a fabriqué un annuaire, un répertoire, donc vraiment un objet en fait pour la fondation Luma, pour qu'ils soient capables en fait de sourcer des matériaux de réemploi s'ils le souhaitent. Et puis dans ce travail de recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait un fondamental dans le réemploi, c'est qu'il existe finalement 2 types de matériaux. On les a classés comme ça. Des matériaux antiques et des matériaux génériques. Les matériaux antiques, on pourrait dire que c'est les matériaux qui ont été fabriqués avant 1900. Et puis, les matériaux génériques, c'est plutôt après 1900. Pourquoi on a fait cette différence-là? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est finalement l'invention, entre guillemets, du ciment qui a créé comme ça une permanence et surtout une impossibilité de déconstruire. Donc, on en vient à démolir. Pourquoi? Parce qu'il y a du ciment. Et donc, en fait, le ciment a remplacé la chaux.
il faut savoir que la chaux, à la base, c'est quelque chose normalement qui permet la transformation. Le ciment ne le permet pas. Et donc, il peut le permettre, mais ça rend le processus de déconstruction extrêmement difficile. Donc, tous les ciments, les cols, etc., ont transformé notre manière de construire, ont créé des assemblages non plus secs et des assemblages cimentés, collés, finalement. Et donc, ça a un véritable impact sur une économie de réemploi. Et je pense que ça, c'était vraiment, pour nous, la question théorique qui était la plus pertinente et qui, surtout, nous, dans nos manières de concevoir, peut vraiment nous questionner. Et nous questionner aussi aujourd'hui comment on construit sec, comment on fait des assemblages qui ne sont pas collés, mais qui sont transformables. Bref, on a fait des diagrammes, on en a fait plein pour comprendre ça. On a aussi, bien sûr, bien compris que le passage de l'ajout de ciment, c'est celui aussi qui a permis une efficacité des structures et donc des grandes portées, etc. Enfin, je veux dire, le béton est quand même assez fantastique pour ça. Ça lui enlève rien, mais c'est une réalité que de se dire que si on parle de réemploi et de déconstruction, le béton est quand même compliqué quand il est coulé, donc quand il est collé. Et de la même manière pour tous les plastiques, tous les agrégats, en fait, tous ces matériaux un peu hybrides qui ont été conçus à partir de cette période. Donc voilà, on a travaillé, on a fait beaucoup de relevés en fait de matériaux. Donc on a relevé les matériaux, essayé de comprendre ce qui existait, dans quelles économies, avec quels acteurs qui utilisent ces matériaux, comment ces marchés du réemploi ils existent, puisque finalement ils existent puisqu'il y a des revendeurs, donc il y a des gens qui les utilisent. Et de comprendre que finalement le marché du réemploi antique, c'est un marché qui existe depuis très longtemps. C'est le marché un peu de l'antiquaire. On vient acheter une belle cheminée, on achète une super colonne. Donc c'est presque un peu ce marché un peu de la spolia qui existe. Bref. Et puis, de l'autre côté, il y a ce marché qui pourrait être le marché de après 1900. Et alors, celui-là, il est quasiment peu existant. Il a du mal à vraiment être apprécié par les architectes parce que c'est difficile d'imaginer comment on va utiliser ces matériaux des années 70 qui sont ni intéressants spatialement, ni intéressants de manière souvent les matériaux ils sont quand même un peu collés, ils sont abîmés, ils n'ont pas de patine, enfin il y a toutes ces questions quoi qui apparaissent. Voilà, par exemple là c'est un revendeur, alors ça c'est une autre expression, mais c'est un revendeur de portes au nord d'Anvers, et voilà, ils vendent des super portes à 15 000, 20 000 euros, etc. Donc il y a un véritable marché, ils ont des kilomètres, des hectares en fait comme ça de stockage. De la même manière, à droite, ça c'est les pavés en terre cuite quoi qu'on retrouve. C'est même j'ai perdu le nom, mais c'est pour faire des voliges en fait en terre cuite dans la région d'Arles. Et tout ça, en fait, ça c'est des matériaux antiques, c'est des matériaux que les gens achètent depuis très longtemps, que les architectes du patrimoine bien sûr utilisent, et aussi juste les amateurs, on va dire, d'architecture un peu antique ou ancienne. Puis de la même manière, au sud d'Arles, comme ça, on a trouvé aussi des champs entiers faits d'anciennes poutres en chêne, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce marché de réemploi qui existe à Arles, il y a une partie qui est vendue à Arles, mais une grosse partie, elle est vendue en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, quand on passait, par exemple, ils étaient en train de faire un parquet juste pour un mariage qui allait être fait à Los Angeles, par exemple. Et donc ça partait du port de Marseille, voilà. Donc c'est juste aussi pour comprendre que ces économies de réemploi, elles existent, mais elles existent parfois dans des démesures. Ça, c'est à Saint-Étienne, c'est juste au-dessus. Grosse entreprise de démolition depuis 30 ans. On l'avait visité en fait il y a 2 ans avec les étudiants quand on avait fait le workshop. Et là aussi, c'est intéressant parce que on voit aussi le patrimoine stéphanois, il est énorme. Pourquoi aussi? Parce qu'on ne paye pas vraiment l'espace de stockage ici, donc ça permet de faire du réemploi. Mais voilà, dans les grandes villes, on ne trouvera jamais des démolisseurs pareils parce que simplement, c'est impossible d'avoir un terrain et de stocker tous ces matériaux. Donc là aussi, les questions de stockage. Bon, bref, donc on visite un peu tous ces lieux, puis on trouve, on répertorie, on classifie. Et puis après, on imagine de manière un peu naïve des scénographies, mais juste pour se dire, en fait, comment nous... parce que la scénographie, c'est un drôle de travail, puisque c'est un travail qui est... c'est un projet qui va être très très rapide, qui va se faire en quelques semaines parfois, avec un temps de montage hyper réduit, avec des budgets qui peuvent être aussi pas mal réduits, des difficultés techniques à acheminer les matériaux dans des espaces parfois. Donc tout ça, on le questionne bien sûr. Donc à la fin, on a produit un petit livre. Ça, je ne vous montre pas, je vous montre juste des images, mais voilà. Donc ça, c'est un peu des itérations. Et ça fait partie de la recherche et du projet, et ça permet en fait de réfléchir à ces questions spatiales associées au réemploi. Donc pour nous, on utilise un peu ça comme un répertoire, et puis on se dit que, on espère que pour certains projets, on va se servir de fragments, de morceaux, etc.
comprendre que du coup, tous les projets ils fonctionnent aussi comme ils sont en fait en synergie et puis ils s'informent les uns les autres. Voilà. Un dernier projet donc, que je passe, on a eu donc la chance d'être nommé pour le prix Charles Abella à l'Académie des Beaux-Arts. Et donc là, on était un peu invités justement à faire ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire un peu de la recherche, un peu du projet, un peu de la maquette, un peu du prototype, et à réfléchir à une question qui nous intéressait autour du réemploi, donc la question du spolia. Donc on s'est posé la question finalement des langages. On a fait une petite expo à la fin, c'était un peu le but. Mais entre-temps, on a fait des recherches et puis on s'est vraiment posé des questions sur qu'est-ce que ça veut dire de réemployer, qu'est-ce que ça veut dire en termes de géographie. Donc nous, on est basé en fait là, à Rotterdam, et puis on était invités à venir donc à Paris. Et puis finalement, nous, on avait une connaissance de ce territoire, pas vraiment de celui-là, de ce territoire en matière de réemploi, je veux dire. Et donc, en recherchant, ou en tout cas en dessinant ce projet, on s'est rendu compte que finalement la géographie, on l'inverse, et que finalement une centralité pour des matériaux de réemploi est un petit peu différente qu'on l'imagine. Si on regarde les villes, elles ont rarement elles ont un potentiel de réemploi parce qu'elles ont beaucoup de bâtiments qui vont être déconstruits, donc il y a beaucoup de flux de matériaux qui sortent. Mais finalement, ces matériaux, ils ne sont jamais stockés dans les villes, ils sont toujours stockés en périphérie, et encore plus quand le foncier est évidemment très cher. Plus le foncier est cher, plus les matériaux de réemploi sont poussés à l'extérieur des villes. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vraiment conscience de ces déconstructions, de ces démolitions, parce que finalement, au moment où c'est démoli, les matériaux sont déjà partis en fait. Et donc, finalement, en repensant les questions de géographie, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, bon, mais ça veut dire que finalement, un matériau qui viendrait de Bruxelles à Paris, il est beaucoup plus proche, il est beaucoup plus proche qu'un matériau qui viendrait de Lyon. Et donc, on s'est dit que voilà, c'est intéressant de repenser la géographie autour de chaque projet et de comprendre quelle géographie, dans quelle géographie on se place, et donc qu'est-ce que ça veut dire les limites. C'est aussi les questions qu'on peut associer à la recherche sur la biorégion, mais donc là, on les pose dans le réemploi. Et voilà, et donc on a exploré, là aussi on a cherché les revendeurs de réemploi, et surtout on a essayé d'imaginer 3 itérations de façades de logements parisiens, en imaginant donc des façades de 10 mètres, 12 mètres, avec 3, 4 étages, 5 étages, en réfléchissant sur les typologies, les duplex. En fait, on a fait juste un travail de logement, et puis on l'a associé avec cette écriture de la façade. On sait que dans un bâtiment, la façade, c'est ce qui pèse le plus lourd. C'est aussi ce qui veut dire que si on arrive à faire du réemploi sur la structure et sur les finitions d'une façade, on peut avoir un vrai impact à l'échelle du bâtiment. Mais c'est aussi un exercice difficile puisque on va rendre un permis et puis on n'a pas encore le matériau, etc. Enfin, il y a toutes ces questions. Donc on se sert finalement de cette recherche et de cette exposition sur la spolia pour imaginer des façades. Donc on va imaginer finalement des façades et on va faire 3 variations. Une première, métal, plastique. On va imaginer en fait une façade assez légère avec donc toujours des qualités architecturales, donc des grandes ouvertures, beaucoup de lumière, des balcons, une ouverture en rez-de-chaussée, enfin tout ce dont on a envie quand on fait du logement. Et on imagine comme ça des variations en se disant mais comment on pourrait fabriquer tout ça. On le fait en association quand même avec des petites questions chez Bollinger Grohmann, donc toujours ingénieur à Paris. Et donc ça nous permet aussi quand même de se confronter toujours à la réalité de la construction, etc. Donc voilà, on produit comme ça ces façades. Et puis en parallèle, on a ce travail donc sur le sourcing du matériau, d'où est-ce qu'il vient. Et puis on travaille comme ça sur un peu une sorte de micro-prototypage, ou en tout cas mise en avant. Donc voilà, on réfléchissait comment on pourrait utiliser des morceaux de micropieux, par exemple, comme des colonnes. Quel type de pied de colonne on voudrait utiliser dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut utiliser le polycarbonate comme finition? Enfin, voilà, toutes ces questions, on les interroge. Et puis ensuite, on fait une deuxième variation en parallèle, donc celle qui sera en fait pierre et bois. On réfléchit, est-ce qu'on peut multiplier les types de construction bois dans une façade? Est-ce que ça peut être intéressant? Donc là, on travaille avec bien sûr des poteaux, toujours, mais voilà, avec des remplissages qui pourraient être différents. Et pareil, on s'interroge à l'échelle presque 1, c'est pas de l'échelle 1, c'est plus de l'échelle 2. Et puis voilà, on fait aussi une troisième variation sur la terre-pierre, qui est aussi un peu en lien avec un autre projet qu'on a pu faire. Et donc la terre-pierre, voilà, on monte une façade, on réfléchit comment on peut la fabriquer, quel type de forme ça va donner, comment on fait du lourd et du léger en haut, etc. Comment on pourrait imaginer le réemploi de garde-corps,
Bon, voilà, on pose ces questions. Et donc, on se sert de ce projet un peu comme une petite recherche, un brouillon pour des futurs projets à venir, finalement. Et à la fin, on questionne aussi ça avec des chiffres et on se rend compte que, bien sûr, le réemploi de métal, c'est super intéressant parce que le métal, c'est un fort poids carbone. Et si on arrive à le réutiliser sans le transformer, c'est évidemment un plus. Enfin, une dernière recherche, la recherche sur la Terre, qui est une recherche qu'on mène en parallèle aussi aux Pays-Bas, beaucoup à l'échelle de Rotterdam. Et plus largement, en fait, plus que la Terre, juste quelles sont les ressources urbaines et comment dans une ville on peut avoir des ressources et on peut avoir des lieux de production, de fabrication avec ces ressources. Donc, par exemple, comment on produit, fabrique des matériaux en terre crue en ville, mais aussi comment on pourrait stocker ce réemploi et le réutiliser dans des projets, par exemple dans des ZAC. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis voilà, quand on a un objet de recherche, on le décline. Donc par exemple, la Terre, c'est un bon objet d'étude. On le travaille donc dans des projets qu'on a. On le travaille dans des réflexions. Donc par exemple, quelle serait une fabrique urbaine, à quoi pourrait avoir l'air comment Rotterdam pourrait par exemple mettre en place une recyclerie et comment cette recyclerie pourrait prendre forme, quelles seraient ses fonctions, etc. Donc là, c'est juste un exemple. On travaille ça aussi sous forme d'exposition. Donc là, on a, par exemple, fait une petite expo au New Institute à Rotterdam, c'est une d'architecture. Et là, on a travaillé, on a voulu montrer des briques de terre crue faites à partir des argiles de Rotterdam. Et en parallèle, on a aussi repris des recherches qu'on peut avoir donc sur le polycarbonate, sur ces bois du port. Et puis, on a choisi, encore une fois, le média du film, parce que c'est hyper intéressant, ça permet de révéler des choses, des histoires, des géographies, des personnes, des modes de faire, etc. De la même manière, la Terre, ça nous amène à... Donc, on enseigne aussi, puis comment on fait des workshops. Là, on a fait une petite scénographie pour la Biennale d'architecture il y a quelques années. Et puis, voilà, là, à gauche, il y a nos étudiants. Ici, on avait fait quelques studios sur la question de la Terre. Et puis enfin, voilà, ça c'était par exemple la première année du studio Grounded Matter où on faisait en fait on invitait les étudiants à pas commencer le projet par le dessin, mais commencer le projet par le matériau. Donc on faisait une expérimentation. On les invitait à imaginer un détail, un fragment, un échantillon. Et puis à partir de cet échantillon, donc là c'était par exemple de la terre avec des huîtres. Donc elle avait travaillé le pisé avec un agrégat qui serait dans ce cas-là de l'huître. Et à partir de ça, concevoir le projet, donc essayer d'inverser en de réflexion. Voilà. Et puis voilà, je vais finir sur un truc un peu plus concret. Simplement, voilà, on a toute cette myriade de petits projets. Et puis à côté, on commence à se poser la question, bon, comment on fait pour construire à plus grande échelle? Et finalement, cette plus grande échelle, elle se base sur toutes ces expérimentations, sur toutes ces recherches un peu théoriques, et puis sur en fait, tous les matériaux, toutes les itérations qu'on fait. Finalement, on se rend compte que ça nourrit ces projets-là, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, je vais passer plusieurs projets. Voilà, le premier, c'est donc une maison de quartier. Donc, on est en train de travailler on est en train de rendre en fait le permis sur ce projet-là. C'est une maison de quartier dans les parages de Bruxelles. Et cette maison de quartier, donc c'est un concours public en fait qu'on fait d'ailleurs avec Atelier Campétil. Et donc sur ce projet, on s'est posé la question, c'est un petit projet, 500 mètres carrés, une maison de quartier avec une salle polyvalente. Donc c'est super comme projet pour justement questionner par exemple des matériaux à plus grande échelle. Et donc on a choisi pour ce projet d'utiliser la terre crue, puisque ce projet va s'implanter dans un terrain vague et un terrain dans lequel il va y avoir beaucoup de mouvements de terre. Et il se trouve qu'en plus cette terre, elle a plein d'argile, elle a plein de sable. Et elle a un peu des cailloux, donc c'est super, on pourrait faire du pisé avec et des briques de terre crue. Donc on utilise ce projet aussi pour questionner la matière à plus grande échelle. Voilà, et puis voilà, c'est la relation au paysage en imaginant que depuis la salle, en fait, on verrait le paysage de manière permanente. Comme c'est une salle en fait un peu autonome, on a aussi fait le choix de travailler ici un petit sas qui pourrait fonctionner comme une scène. On fait le choix d'avoir des grandes baies coulissantes pour qu'en fait la salle elle puisse fonctionner dedans dehors et qu'elle puisse avoir finalement des extensions à l'extérieur. Donc pour passer finalement de 500 mètres carrés à 600. Voilà.
Un autre projet donc, qui est dans la même, en fait, ça fait partie du même lot de projets, mais c'est des projets très distincts. On nous a donc donné ce projet-là de logement communautaire pour personnes âgées. Et là aussi, c'est assez intéressant puisque c'est très contraint comme plan urbain, donc on a été forcé d'avoir cette forme très longue, hyper inefficace, parce que du coup, on fait des kilomètres de façade pour 15 appartements. Mais voilà, c'est quand même intéressant parce que dans ce cadre-là, c'est donc des logements communautaires pour personnes âgées, c'est des logements sociaux. Et on essaie aussi de travailler la question du dedans-dehors. On essaie d'intégrer des questions de bois de réemploi, notamment avec les galeries. Donc, c'est les coursives, en fait. On appelle ça galerie en Flandre et en Pays-Bas. Et donc, c'est des coursives qui desservent les appartements. Voilà, une autre photo de maquette. Je continue. Donc là, c'est toujours le même site de projet, mais là, c'est encore une autre réflexion, c'est des maisons en bande. Donc des maisons en bande, c'est des maisons pareilles pour du logement social essentiellement. Il y a un peu d'accession, mais c'est surtout du social. Et donc là, on avait aussi une enveloppe un peu contrainte, donc ça crée des formes quand même assez allongées. Et c'est très intéressant parce qu'ici, comme c'est des maisons unifamiliales, sociales, et que pareil, il y a quand même un peu cette question de la façade, du coût de la façade versus le coût intérieur bâti, on vient se poser la question de l'efficacité, et donc on va créer des trames très serrées, des trames de 4 mètres. Et puis je finis, c'est le dernier projet. C'est un projet qu'on aurait beaucoup aimé gagner et qu'on a malheureusement bien perdu. Et ce projet, c'était un projet qu'on a fait aussi avec Atelier Campetil à Montpellier. On nous a invités à faire des bureaux innovants. Et pour ces bureaux, il y avait une grosse contrainte, donc c'était quand même 6 000 mètres carrés de plateau de bureau avec un budget quand même bien contraint. Et surtout, l'obligation de réutiliser ça. Ça, c'est finalement des anciens ateliers donc de la caserne de Montpellier, et c'est pas un bâtiment qui a spécialement une valeur ni vraiment culturelle ou patrimoniale, mais voilà, il fallait les réemployer, donc pourquoi pas, mais par contre, ça posait une vraie question économique. On s'est dit, on va pas construire sur des murs qui peuvent pas porter une surélévation de 4 étages, quoi. Donc ça va juste créer des désordres, ça va pas être intéressant. Et donc on a, pour ce projet, un petit peu réfléchi comment on habite le chaud, comment on habite le soleil, comment on habite la lumière. Et donc, on a décidé de se mettre en retrait, puisque c'était possible. On a décidé de se mettre en retrait de cette façade et d'utiliser cette façade un peu comme une sorte de patio, une petite galerie en fait autour qui permettrait d'habiter justement un peu à l'ombre et qui permettrait de créer un filtre comme ça. Donc, on a proposé un tel projet. Et puis, surtout, un objet d'étude qui est revenu, c'est la terre. Et donc là, on a décidé de proposer un projet en pisé préfabriqué porteur sur beaucoup de niveaux. Et donc, ça a invité des questions structurelles hyper intéressantes, de comprendre comment on préfabrique, qu'est-ce que ça veut dire de préfabriquer avec du pisé, est-ce que même socialement c'est intéressant, éthiquement, etc. Ça, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Mais aussi de réfléchir à la question thermique. Et donc, pour ce projet, en fait, on a dessiné un projet sans isolation parce que notre ingénieur thermique a dit oui et qu'il a recalculé, et que nous, on a travaillé avec l'épaisseur. Donc, on a commencé avec des murs en pisé de 90 cm, enfin des trumeaux. Et puis, on a réfléchi comme ça à intégrer des balcons, à intégrer des angles, à travailler avec la profondeur, à travailler avec ces apports de lumière, les questions de type de verre qu'on utiliserait, etc. Et on a réussi à proposer en fait une isolation unique par le pisé, ce qui n'est pas une vraie isolation, mais qui en fait dans le climat, par exemple, de Montpellier fonctionnait. Donc ça, c'était super intéressant parce que qu'est-ce qui est compliqué aussi avec des matériaux comme le pisé, c'est d'avoir des couches. Et plus on va avoir des couches, plus on va avoir de la complexité, et plus ça va coûter cher, et plus en fait ce matériau d'un coup il devient impossible. Et donc là, imaginer qu'on pourrait seulement monter des trumeaux en terre, c'était quand même assez fantastique. Nous, on était vraiment très contents de pouvoir travailler sur un tel sujet. On avait même on avait très très bien chiffré le projet. On l'avait même chiffré avec un artisan d'ici, même de la Loire, qui fait du pisé préfabriqué. Et c'était possible en fait. Donc ça, c'était quand même super. Et puis voilà, donc là, vous voyez un petit peu les questions de dedans-dehors. La question aussi de qu'est-ce que ça produit, de faire du lourd en bas, du léger en haut, parce que si vous regardez en fait, voilà, la coupe
Vous comprenez que le pisé, comme il doit se porter lui-même et puis il porte l'étage suivant, d'un coup, il va s'affiner. Et donc, ça va créer une enveloppe un peu différente. Ça va permettre de travailler différentes ouvertures, tout en restant dans vraiment une rationalité et une compacité de projet qui fait que c'est économique. Voilà, et donc, on avait travaillé ça en maquette, etc. On avait proposé ce projet qui a malheureusement pas marché, mais qui a, je pense, porté aussi pour nous plein de questions sur faire du géosourcé à plus grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la terre, la pierre, on a fait aussi un concours en pierre comme ça, et c'est hyper enrichissant parce que même si le projet ne se fait pas, il lève quand même véritablement des questions, et des questions qui rejoignent toutes nos questions de recherche appliquée, de plus petits projets, de différents projets, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme vous avez compris, la soirée n'est pas tout à fait finie. Et je vais directement passer la parole et le micro à nos amis de ZERM qui vont nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font et comment rebondir peut-être un peu sur ce sujet avant de vous inviter alors à découvrir leur travail dans le cabinet là-bas. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Merci à l'école aussi de nous avoir invités. Et merci Studio Act, c'était une présentation qui était claire et très stimulante de voir comment dire, que ces recherches sont portées un peu partout en Europe. Et les questions que vous soulevez, notamment moi que je relèverai en premier lieu, c'est notamment la question esthétique. En fait, parler d'esthétique quand on parle de réemploi, ça signifie considérer qu'on a intégré la question logistique du réemploi et pour la conception. Et donc là, on dépasse un sujet qui aujourd'hui nuit encore beaucoup à ce genre de pratique. C'est l'idée que le réemploi, ce serait une pratique qui d'elle-même se voudrait dans une forme de marge, une idée un peu du bricolage. Et là, on se rend compte qu'on arrive à intégrer des processus de conception. C'est extrêmement important parce que ça signifie qu'on a intégré notamment tout un volet qui est logistique et économique, qui permet de se présenter et de pouvoir travailler à des échelles qui sont plus grandes et de pouvoir quand même remettre en question quelque chose qui est fondamental, c'est la question des modes de production et de les re-questionner et surtout de les modifier à des échelles d'abord modestes et petit à petit à l'échelle de, là on le voyait, de logements notamment, et donc de pouvoir le faire être considéré aussi par un public large de gens qui habitent dans des édifices qui sont construits grâce à ça. C'est aussi bien et chouette et réconfortant de voir que quand on parle de réemploi, on parle évidemment d'histoire. Si on touche au réemploi, on est obligé de fouiller la question historique, la question de l'histoire des matériaux et des techniques, et aussi de ce que ça implique d'un point de vue des évolutions culturelles dans les sociétés. Évidemment aussi la question économique, une économie qui est assez contrainte. On est souvent, quand on répond à des projets avec la question du réemploi à intégrer, c'est toujours quelques lignes. Aujourd'hui, en France, il est question d'intégrer du réemploi dans le DCE, c'est juste quelques lignes. Ça ne veut pas dire grand-chose, il faut ensuite pouvoir l'incarner. Et c'est là où c'est vraiment le bureau d'études ou la maîtrise d'œuvre qui va s'en charger, que véritablement on arrive à rendre quelque chose cohérent ou tout à fait anecdotique. Donc là, c'est vraiment c'est le vif du sujet. Et on le voyait aussi pas mal dans les cartes que vous présentiez. Il y a une question d'une nouvelle territorialité à une époque où on peut acheter des matériaux qui sont produits à l'autre bout du monde, ou à une époque où aussi le vernaculaire absolu, en fait, c'est le parpaing de ciment qu'on produit dans absolument toutes les régions de France. Et c'est le vrai vernaculaire aujourd'hui, c'est le parpaing. Alors, je vais rapidement nous présenter. Donc, on est l'association ZERM, ou ZERM plus court. Au départ, on est une association d'étudiants en école d'architecture,
Donc on s'est rencontrés, les fondatrices et fondateurs, à l'école de Lille, il y a une dizaine d'années, un peu plus. L'association est née en 2015, donc elle a 10 ans cette année. Elle a beaucoup évolué par rapport aux premières années où véritablement on répondait à des concours étudiants. On a commencé à se réunir véritablement à partir de 2017, en se retrouvant dans une ville qu'on connaissait tous plus ou moins bien, qui est Roubaix, dans le nord de la France, qui est une banlieue de Lille. Aujourd'hui, on était 5 au départ, aujourd'hui on est 8. Les visages ont beaucoup changé dans celles et ceux qui font vivre l'association. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que d'une majorité d'architectes, aujourd'hui on est plutôt une minorité d'architectes. Donc sur les 8 personnes, il y a 3 architectes, 2 HMO, les autres sont des artistes, des designers, et des gens liés plutôt à des volets économiques dans l'ESS. Donc c'est assez divers. Et c'est aussi une volonté qui nous permet de répondre à des projets différents et qui correspondent aussi à la structure qu'on a adoptée, qui est une structure associative, ce qui peut nous limiter dans la maîtrise d'œuvre à certains projets, mais qui en même temps est assez intéressant aussi d'un point de vue économique, parce que parfois on peut prétendre à certaines subventions ou prétendre à faire de la recherche d'une manière qui serait beaucoup moins facile ou évidente si on était une société d'architecture. Bon, ça c'est notre description dans les grandes lignes, tu pourras revenir dessus si tu veux. Je vais maintenant vous décrire rapidement les 2 vitrines que je vous invite à aller voir ensuite et pour lesquels on pourra également discuter, parce qu'il s'agit de 8 projets qui illustrent les thématiques principales des recherches de l'association, à savoir la réhabilitation des édifices, des matériaux et des techniques, la question du 3e œuvre ou de leur mobilier comme résolution low-tech aux problématiques thermiques, et également la question du réemploi qui nous réunit ce soir, comme ressource pour alimenter la conception au moyen d'un stock, le parpaing, qui est notre stock de matériaux et notre magasin. Dans la présentation de l'association, j'aurais pu aussi parler de ça, c'est-à-dire que nous, on intervient en conception, mais on intervient également en tant que bureau d'études, justement là où on ne pourrait pas mener certains projets. Et on nourrit nos projets grâce à ce stock de matériaux qui nous permet justement de produire de l'architecture. Et donc, pour revenir à cette vitrine-là, chaque projet, chacun des 8 projets est décrit assez succinctement par une axonométrie, une photo et un objet. On pourra en discuter tout à l'heure, mais voilà les grandes lignes de cette présentation. Alors, je vais essayer de rebondir sur ce que tu as présenté. Moi, il y a une phrase qui va bien faire la jonction, je pense, entre ta présentation et la conférence, qui est aux 2 tiers de la présentation. Tu parlais d'une inversion de la conception. À plus forte raison quand on travaille à partir d'un stock, quand on a un stock de matériaux, ce qui est notre cas. C'est-à-dire, plutôt que de travailler un projet en dessinant une forme abstraite et ensuite en essayant de le traduire en lui donnant une matérialité, plutôt partir de la ressource, donc ses caractéristiques, sa disponibilité, les capacités intrinsèques des matériaux disponibles justement, pour pouvoir composer un projet. Ça c'est bon, c'est une réalité qui n'est pas si dogmatique que ça. On sait très bien que ça se fait par aller-retour, que même dans la composition d'un projet à partir de matériaux neufs, la question du matériau entre aussi dans son dessin. Mais donc ça nous pose, je pense, nous qui travaillons sur le réemploi, la question de comment ne pas se contenter du réemploi comme la vertu du projet, c'est-à-dire de réemployer pour la vertu écologique, par exemple, de l'action, mais justement ne pas démissionner de la question de la forme et la porter de la petite échelle vers la grande échelle, justement. Du coup, ça me pose la question de cette conception à l'appui du réemploi, qui peut-être aussi peut trouver une nouvelle forme esthétique, peut trouver un nouveau langage esthétique, une nouvelle matérialité, à l'appui d'un autre sujet que tu as soulevé, qui était celui d'anticiper la déconstruction, anticiper le démantèlement, voire même la réhabilitation de ses propres édifices, qui aussi place
finalement l'architecte et les groupements de maîtrise d'œuvre dans une approche du projet qui est peut-être plus, qui fait peut-être preuve de plus d'humilité, c'est-à-dire accepter l'idée que son propre bâtiment est périssable, va évoluer, va peut-être être démantelé. Et donc peut-être à ce moment-là, on peut réfléchir à de nouveaux assemblages, des nouveaux modes de pose qui donnent aux matériaux, et notamment aux matériaux génériques dont tu as parlé, une porte de sortie qui ne soit pas celle du recyclage, parce qu'en fait on sait que le recyclage c'est aussi un processus, c'est un nouveau processus industriel qui a beau être plus vertueux que d'enfouir ou d'incinérer, ça reste quand même un processus lourd et coûteux en énergie, donc réemployer forcément est plus intéressant sur le plan écologique. Et d'autant plus si on fait le pari voilà, d'une évolution, donc la production du bâti qui irait vers plus de réhabilitation, donc c'est un sujet qui nous intéresse, moins de démolition, moins de construction neuve. Et donc comment on trouve une façon de travailler avec ces matériaux génériques, puisque se plaçant dans cette perspective-là, en fait, on commence à démanteler, désosser notamment les aménagements intérieurs de ces années-là. Tu parlais des années 70, nous on travaille sur des bâtiments des années 80, 90, des fois particulièrement jeunes. En tout cas, il y a peut-être une clé là-dedans, c'est de se dire que ces matériaux génériques, ordinaires, ils sont notamment issus de l'industrie, parfois de l'industrie pétrochimique. Ils ont quand même des caractéristiques de résistance dans le temps qui dépassent bien souvent, le matériau propre en tant que tel, je parle, qui dépasse bien souvent le temps de vie d'un édifice, qui se trouve réhabilité ou démoli finalement assez vite. Donc voilà, ça c'est peut-être un des points de convergence, je pense, entre nos travaux, enfin votre travail et le nôtre. Et donc effectivement réussir petit à petit à sortir du réemploi de matériaux anciens ou patrimoniaux ou de formes signées qui forcément ont une stabilité économique dans la filière réemploi qui est toute trouvée, puisque un matériau qui a une valeur intrinsèque très élevée, une patine, va avoir peu de difficultés à retrouver une place dans un projet. La vraie question, c'est les matériaux contemporains ou récents, ordinaires, qui composent les édifices qu'on connaît, le trespas, les faux plafonds, et j'en passe. Et qui plus est, si le monde du travail évolue, qu'on se met à réhabiliter des édifices de bureaux parce que le tertiaire se fait de plus en plus à la maison, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux-là ? Je pense que ça peut être un sujet de discussion, puis après, à ouvrir avec vous aussi, sous forme de questions et d'échanges. Oui, moi je trouve super intéressant tout ce que vous avez dit, et je pense que c'est des questions qui sont complètement aussi portées par les écoles d'architecture aujourd'hui et qui sont en fait adressées à vous, étudiants, à se poser la question comment on fait du réemploi et comment aussi, avant de faire du réemploi, juste on fait de l'architecture et on s'inspire. Enfin, je veux dire, je pense que la question esthétique est fondamentale, mais elle est aussi portée finalement par des modèles persistants d'architecture. Je veux dire, on peut complètement dire qu'on apprend beaucoup du modernisme, qu'on apprend beaucoup de formes bâties vernaculaires, etc. Et que c'est des modèles en fait, théoriques existants peuvent porter des questions aujourd'hui, comme voilà, fabriquer une architecture qui ferait du sens avec du réemploi, en fait, se base quand même sur les codes d'une architecture qui existe. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant de penser la rationalité dans un projet, l'économie de projet, etc. Et de ne pas lâcher ces questions-là en fait, quand on va construire avec du réemploi, par exemple. Et je voulais juste rebondir sur un point, parce que finalement, si on prend, là, on prend la casquette un peu archi, puis si on prend la casquette un peu, pas activiste, mais en fait citoyenne, simplement, on peut se dire quand même que le réemploi, c'est quelque chose qui va s'accélérer parce que les déconstructions, les démolitions, elles s'accélèrent, parce que les enjeux sont de plus en plus forts en termes écologiques, et puis parce qu'il y a des questions qui sont portées à l'échelle européenne. Je ne sais pas si vous avez vu cette pétition, par exemple, de House Europe, qui raconte en fait qu'on doit se mobiliser pour forcer les maîtrises d'ouvrage publics, pour forcer les gouvernements, les pays, etc., européens à non plus démolir, mais rénover. Et ça pose des questions, bien sûr, de réemploi. Quand on rénove, on extrait des matériaux, on en amène de nouveaux, et donc ces nouveaux matériaux pourraient aussi être du réemploi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions évidemment financières derrière le réemploi. Le réemploi, ça coûte cher a priori parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'étapes de transformation. Et plus on va complexifier le réemploi, plus forcément les étapes vont coûter cher, la main-d'œuvre, la transformation, le nettoyage, enlever par exemple le ciment derrière un carrelage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça pose aussi des questions économiques à plus grande échelle. Si on enlève les taxes sur le réemploi, par exemple, d'un coup, le réemploi devient bien meilleur marché. Et donc, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on s'embarque aussi sur cette question de réemploi, on touche quand même des économies, on touche aussi des habitudes, en fait, à réapprendre à apprécier les matériaux différemment. On se rend compte aussi que l'enduit, tel qu'on le connaît sur du pavillonnaire, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié en fait par beaucoup de gens et qui veut dire qu'un édifice est bien fini quand il est bien crépi. Et en fait, forcément, il y a aussi un travail d'éducation, un travail de sensibilisation, pas que vers les architectes, mais vers les maîtrises d'ouvrage, mais vers tout en fait, toutes ces personnes qui constituent jusqu'à l'usager en fait, et qu'on réapprécie et qu'on comprenne la qualité d'un matériau de réemploi, etc. Je pense que c'est important parce que c'est aussi la question un peu collective de cet imaginaire qui est autour du réemploi qui, quand même, nous poursuit un peu avec la question de la poubelle, alors qu'en fait, je veux dire, un matériau de réemploi n'est pas... ça ne donne pas lieu à une architecture de poubelle, mais je pense que ça, c'est juste comprendre que nous, on approche cette question en termes d'architecte, mais que forcément, quand on s'adresse à des maîtrises d'ouvrage, il faut véritablement travailler, leur expliquer, leur montrer des exemples pour en fait aussi leur faire comprendre que le réemploi, c'est vraiment une qualité. Ce n'est pas simplement quand même un obstacle, quoi. Moi, je le dis. Mais en plus, alors nous, du côté des écoles d'archi, on peut trouver une stimulation particulière à travailler sur des nouveaux assemblages, réfléchir à l'esthétique que ça peut provoquer et au renouvellement aussi d'une esthétique, d'un langage architectural, voilà, qu'il faut un moment s'approprier. Je veux dire, on a beaucoup, nous en tout cas quand on était étudiant à l'école d'archi, beaucoup vu passer d'exemples par nos enseignants, d'exemples modernes. Aujourd'hui, on a quand même, je pense, bien compris, bien pris conscience que ces exemples-là ont plein de qualités, effectivement, qu'il faut savoir transmettre, mais il y a aussi une réalité climatique, économique, sociale, au moment de la construction de ces édifices-là, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Un rapport, par exemple, à l'énergie, à la chaleur, qui implique aujourd'hui de construire différemment et donc de réinventer un langage. Mais après, sortie des écoles d'archi, là où je te rejoins, c'est que peut-être avant d'être ostentatoire vis-à-vis du réemploi, il y a aussi une façon de travailler avec des maîtrises d'ouvrage plus conventionnelles sur des plus gros projets, en faisant un réemploi qui soit discret. Et donc ça, c'est une des façons de le démocratiser et de le massifier, c'est de proposer un réemploi qui n'a pas besoin forcément d'être le support d'une expressivité particulière, intense, parce que très vite, on a des maîtrises d'ouvrage qui, quand elles entendent réemploi, effectivement, si ce n'est pas la poubelle, c'est au moins le patchwork et au moins ce genre de choses. Donc on peut aussi travailler du réemploi, notamment par exemple en aménagement intérieur, sur des équipements, des faïences, des choses comme ça, des revêtements de sol, travailler un réemploi qui se tait, c'est-à-dire qui existe, qui a la vertu d'exister, mais qui n'est pas pour autant toute une proposition esthétique qu'il faut en plus défendre. Donc ça peut être aussi une des solutions. Et puis en fait, il faut choisir ses lièvres, c'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels il faut savoir être discret, ou en tout cas des parties de projets sur lesquelles être discret, et puis d'autres non. On observe par exemple dans la réhabilitation d'édifices, de logements, que la question du réemploi est parfois mal appréciée, dépréciée des habitants eux-mêmes et habitantes, parce que quand on réhabilite un logement et qu'on y habite, notamment des logements sociaux, on a envie que l'équipement soit neuf, d'enlever le film, enfin voilà. Et donc c'est aussi quelque chose qui doit savoir se montrer discret selon les contextes. Voilà, je pense qu'il y a une appréhension différente à avoir du réemploi en fonction des contextes. Oui, non, juste pour rebondir du coup sur cette idée de patchwork, en fait, elle écarte un peu la question de la rationalité, qui est quand même le support essentiel pour intégrer le réemploi dans des projets. Donc on est entre la standardisation, bien sûr, la rationalisation des trames structurelles, par exemple, pour réemployer
tel type de bois massif dans un projet de maison, comme on l'a montré. Et puis le détail particulier, le beau détail de l'artisan qui va nous faire un assemblage, avec qui on va travailler un assemblage entre deux matériaux très différents, donc la pierre, le bois. Et c'est aussi ça de là que va découler une certaine esthétique qui n'est pas forcément recherchée en tant que telle, mais elle est, en fait, la rationalité au service de l'implémentation du réemploi dans les projets. Et on sort complètement de l'image, comme on parlait de la poubelle ou de ce dont on ne sait pas quoi faire. En fait, c'est un acte beaucoup plus engageant que ça. Pour la normalisation du réemploi. Moi, ça me fait penser aussi à un volet qu'on n'a pas tant abordé. Vous en aviez parlé tout à l'heure sur la question de lorsqu'on conçoit à partir de ce type de matériaux, c'est déjà le dessin est lié à ce type de matériaux et ensuite, et pas l'inverse, c'est pas un dessin qui justifie l'usage de matériaux, mais bien les matériaux qui justifient un type de dessin. À ça, on peut ajouter une question et là je rebondis sur la question de rationalité, la question de l'entretien, et par rapport aux matériaux, à sa nature même, c'est-à-dire son dimensionnement, son nombre d'années déjà passées, on touche à un autre type de rationalité qui est essentiel et qui peut aussi justifier auprès d'une maîtrise d'ouvrage ce genre d'usage. Ça peut impliquer la question de l'entretien. Donc l'entretien, c'est fondamental. Et cette rationalité, elle passe par le dessin. Comment est-ce qu'on va être capable de remplacer, par exemple, tel élément de maçonnerie parce qu'il est dimensionné de telle manière et qu'en réalité, il est maçonné, il n'est pas coulé dans de grandes proportions. De la même manière, utiliser des sols souples comme des moquettes qui, par exemple, sont issus d'un bureau, dont l'aménagement arrive à terme, non pas pour des raisons matérielles, mais pour des raisons esthétiques ou simplement d'un turnover, d'une activité commerciale dans une zone industrielle, admettons, et donc au bout de 7 ans ou de 10 ans, on le change. Or, ce matériau-là commence à perdre son émissivité en termes de COV au bout d'environ 7 ans. Donc ça veut dire que pour la santé, tout change. C'est plus un élément qui va polluer l'air intérieur, mais qui est devenu un élément stable. Et donc voilà, cet élément de pollution intérieure, c'est aussi un argument. Bon voilà, parce que les exemples sont très nombreux, mais pour moi, ça fait aussi partie de cette idée de la rationalité, et donc ça dimensionne tout à fait le dessin que de réfléchir à ça. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai deux petites questions. En fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on est allé visiter Arnaud Démolition, justement, avec tout le monde, quoi. Voilà. Et moi, j'avais une question sur, en fait, l'éthique des stocks. C'était, en fait, on a remarqué à Arnaud Démolition que c'était une éthique, c'était des gros capitalistes, quoi, qui faisaient énormément de marge sur leurs produits, et que en fait les matériaux qu'ils vendaient, c'était pas forcément aussi au même prix en fonction de la même personne. Et du coup, c'était plutôt de vous poser la question: est-ce que dans vos expériences de réemploi, quelles étaient les logiques les logiques économiques des lieux de réemploi? Et la deuxième question, c'est sur le renversement justement de la logique du réemploi. Parce que si le réemploi devient moins cher, par exemple, que du neuf, est-ce que dans une logique actuelle capitaliste, ça ne va pas devenir rentable de démolir des bâtiments neufs pour produire du réemploi? C'est plutôt... Voilà. Alors, sur la première question, je pense effectivement on peut faire du bio de manière capitaliste, par exemple. C'est pas incompatible, ça s'observe déjà. Donc pour moi, comme dans toute approche d'un métier ou d'une pratique, il y a une posture à tenir qui est personnelle ou collective, mais qui est ouverte, quoi. Donc tu peux faire un choix. On peut avoir effectivement aujourd'hui une vision d'acteurs, une vision du réemploi de la part d'acteurs qui n'est pas du tout celle qu'on partage nous. En fait, je pense que quand
quand tu commences à faire du réemploi, notamment à l'appui d'une plateforme, tu dois te poser la question au moment de la filière dans laquelle tu t'inscris et de est-ce que cette filière provoque en termes d'échelle, de captation, d'acheminement, mais aussi en termes de profession qu'elle engendre. Et donc forcément ça c'est un biais politique évident. Nous on a aujourd'hui, si on veut, alors on va dire que le réemploi il est vachement plus développé en Europe du Nord, c'est-à-dire que Pays-Bas, Belgique, Angleterre, voilà, ils ont à peu près 10 ans d'avance, on pourrait dire, en termes de structuration des filières économiques sur la question du réemploi. En France, il y a 10 ans, c'était vraiment de la débrouille. Et depuis 2 ans, à peu près, il y a des gros acteurs du BTP ou des gros bailleurs sociaux qui se mettent au réemploi. Parmi ces gros acteurs, notamment gros acteurs du BTP, je pense à Bouygues par exemple, il y a une interprétation de la question du réemploi, effectivement, avec le biais que vous présentiez. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pratiquent le réemploi plutôt de manière à massifier et à faire perdurer l'idée que certaines structures puissent être hégémoniques vis-à-vis de la question. Nous, on se positionne différemment. Forcément, on n'est pas structuré de la même manière. On est une association. Ça veut dire beaucoup de choses aussi sur l'argent qui est généré par les projets réinvesti en R&D. Enfin voilà, ça n'est pas du tout la même logique économique. Nous, notre point de vue, c'est plutôt de tabler sur, enfin en tout cas de contribuer à notre échelle à un maillage de territoire plus réduit, fait d'acteurs du réemploi de taille plutôt petite à moyenne, qui opèrent dans un giron, dans un périmètre plus restreint. Donc on est plutôt opposé, enfin en tout cas c'est pas la voie qu'on développe, à l'idée d'acteurs hégémoniques qui massifient à très grande échelle. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de se positionner vis-à-vis de la question du réemploi, et ça implique de se poser la question de la filière, donc sur sa structuration économique, mais aussi vis-à-vis des emplois qu'elle génère. Et donc sur ce sujet, Théophile disait qu'on était intéressé par la question de la réhabilitation d'édifices, de matériaux, mais aussi de savoir-faire. On travaille là, par exemple, depuis à peu près un an, enfin une petite année, avec le CFA BTP du nord de la France pour faire réapparaître le métier de la déconstruction sélective, ouvrière de la déconstruction sélective, qui a depuis tout temps existé, qui a eu un âge d'or, qui a disparu, pas complètement, pas dans les milieux ruraux, pas partout, mais qui a quand même globalement disparu du radar de la construction, notamment parce qu'on est passé à des modes de construction coulés, collés, qui n'impliquaient pas la même capacité des édifices à être démantelés. Eh bien, nous, on réfléchit aussi à notre positionnement politique vis-à-vis de la structuration de cette filière et des emplois qu'elle génère. Et donc, par exemple, proposer un retour à des métiers complexes, donc de construction ou des constructions, mais complexes, c'est-à-dire pas forcément à une séparation des tâches, pas forcément à des profils de gens qui travaillent sur qui ont un travail qui est monomatériau, plutôt travailler sur des emplois et des postes qui soient complexes, en tout cas à la hauteur de la complexité que le réemploi demande. Voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié ce que c'était. Ah oui. Ouais, alors je pense qu'on en est quand même assez loin que le réemploi soit compétitif à ce point-là. Aujourd'hui, on arrive à faire des projets qui sont un peu plus chers ou qui s'approchent d'un prix de production de matériaux neufs, mais l'argent ne se place pas au même endroit. C'est-à-dire que, par exemple, dans un projet qui va réemployer une partie de ces matériaux, forcément, le coût de la fourniture va être très faible. Par contre, il y a beaucoup plus d'RH, beaucoup plus de temps de travail à justement déposer soigneusement, retravailler, reconditionner et reposer peut-être d'une nouvelle manière. Et donc, c'est aussi intéressant de se dire qu'à un moment, la circulation de la valeur et de l'argent, peut-être elle se fait plus grâce au réemploi sur du travail humain que sur de la spéculation liée à un gisement, à une matière, voilà, à une forme d'extraction. On en est encore assez loin quand même de la compétitivité à ce point-là du réemploi. La question peut-être se posera, mais vraiment, je ne pense pas dans la décennie qui vient. Si je peux juste rebondir sur la question du capital, parce que finalement, en fait,
Donc, comme tu l'as dit, aux Pays-Bas, ça fait, je pense que c'est même plus que 10 ans d'avance. C'est vraiment culturel, en fait, la déconstruction. Et surtout, c'est très culturel d'avoir des gens qui revendent des matériaux de seconde main. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et il y a des parcs de matériaux assez incroyables. Et il faut dire qu'en France, nous, de ce qu'on a vu, Arnaud Démolition, c'est quand même un des plus gros, quoi. Je veux dire, et c'est colossal parce qu'en fait, voilà, le terrain coûte rien, donc lui, il peut stocker, il démolit à la base, et puis quand il peut, il déconstruit, il stocke des trucs qu'il pourra revendre. Et en fait, juste pour revenir sur ce métier des déconstructeurs, en tout cas, nous, ce qu'on connaît aux Pays-Bas, c'est quand même des antiquaires, quoi. Donc, quand on y va, il faut négocier. C'est pas institutionnalisé du tout, donc il y a plein de matériaux qui traînent, et puis... par exemple, je pense à un où on va souvent. Le gars, il connaît tout. Il a un hangar, je sais pas, de 8000 mètres carrés sur c'est des étagères immenses et tout ça. Et quand on lui demande un truc, on lui dit ouais, je voudrais ce type de textile, machin. Et ben, il va prendre son échelle, il t'emmène, tu marches pendant 5 minutes, il prend son échelle et il sait en haut où trouver ce tissu. Et il a un prix dans la tête. Voilà, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc en fait, c'est important de comprendre que c'est quand même un peu les métiers de la démolition, c'est quand même des gens qui brassent beaucoup d'argent parce que la démolition, ça se vend quand même assez cher. Parce qu'aussi, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de travail d'évacuation des déchets. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le métier du déconstructeur aux Pays-Bas, il a été tout de suite pensé, parce que les Pays-Bas, c'est quand même, ils sont très forts en capitalisme. Hein, et ils ont tout de suite pensé, en fait, si on déconstruit un bâtiment et qu'on se fait payer 2 fois, comment on fait? Ben, simplement, on déconstruit, donc on est payé par le maître d'ouvrage, et puis après, on revend les matériaux, on est payé une 2e fois. Donc c'est quand même assez génial. Donc c'est pour ça aussi que quand on parle de capital, oui, quand tu vas dans des endroits, des gros démolisseurs, forcément ça marche comme ça. Et donc c'est un peu la négociation, c'est un peu les connaître, etc., arriver à avoir des prix. Donc c'est aussi pour ça que ça pose des questions sur du marché public, par exemple, parce que c'est quand même pas très institutionnalisé, quoi. Tu sors, tu n'as pas de facture, tu as un truc sur un papier, et puis il faut renvoyer un mail en disant, en fait, est-ce que je pourrais vraiment avoir une facture? Puis là, il te fait une facture, du coup. Mais voilà, c'est un peu aussi... je pense qu'il y a une mentalité, et je pense qu'il y a un vrai mindset, une vraie mentalité sur la question du réemploi et de ces gens qui sont quand même vraiment... voilà, qui font ça... qui revendent des quantités. Enfin, par exemple, ce revendeur auquel je pense, on lui avait posé la question, on aimerait faire un gros projet avec du polycarbonate. Combien vous avez de mètres carrés? Il m'a dit, ouais, je pense que j'ai 15 000 mètres carrés là de panneaux. D'accord. Donc du coup, forcément, il y a des questions de prix. Voilà. Mais il faut savoir que lui, il a récupéré le matériel en étant payé et il va éventuellement le revendre. Voilà. Donc c'est aussi juste bien de le garder en tête. Et donc, ces questions historiques un peu de déconstruction, il faut savoir qu'en Belgique, aux Pays-Bas, c'est des choses qui existent depuis des années. Aux Pays-Bas, il y avait même une phrase qui devait être dans les années 1900 qui s'appelait Take op afbraak, et ça voulait dire en fait bâtiment à acheter. Donc, tu l'achetais pour le démolir. Donc, tu l'achetais pour revendre les matériaux. Donc, c'était déjà cette culture-là qui existait et qui perdure quelque part, bien que ça ne veut pas dire que les projets aux Pays-Bas utilisent beaucoup de réemploi. Le réemploi, il est aussi envoyé à droite, à gauche, etc. C'est souvent pas du tout institutionnalisé. Ça vient pas forcément des architectes, mais parfois juste des petits constructeurs à droite, à gauche qui savent que machin, il a une chaudière et ci et ça, et donc il va juste avec son camion récupérer 3 tuyaux, un peu de cuivre et puis des panneaux de placo. Et voilà. Et donc il y a aussi ce truc-là où les architectes, ils ont aussi commencé à mettre un pied là-dedans. Et d'un coup, ça change un peu la donne. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop les architectes parce que ça pose trop de questions. Voilà. Mais juste pour repenser ces métiers-là. Juste sur la concurrence aussi, c'est que pour que ce soit vraiment concurrentiel, il faudrait que ce soit subventionné. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. À l'inverse, de grandes entreprises du verre ou du béton. Et donc, il y a un peu de marge encore. Et qui plus est, sur la question de qui pratique le réemploi, derrière, il y a une nécessité d'un métier complexe pour que ça fonctionne, ce qui veut dire que ça ne peut jamais être pas cher, et parce que la main-d'œuvre est forcément qualifiée comparée à certains métiers du BTP dans la grande construction, par exemple. Donc voilà, après, le capitalisme sait s'adapter très très bien à plein de situations, donc on verra. Voilà. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence, c'était super intéressant. Je me posais une question sur... vous parliez de cycle de vie, d'émanation et tout ça. Ça me faisait penser à la question de la RE 2020, qui du coup commence à être implémentée. Peut-être qu'en tant que bureau d'études ou en tant qu'architecte, comment est-ce que vous réussissez à prendre en main cette
cette nouvelle contrainte, est-ce que vous sentez que ça va vous aider? Est-ce que la question du réemploi là-dedans, parce que du coup, le bilan d'un matériau biosourcé, enfin, non pas biosourcé justement, mais de réemploi, comment est-ce que vous réussissez en tant que bureau d'études à le qualifier? Comment est-ce qu'en tant qu'archi, vous réussissez à le justifier auprès d'une maîtrise d'ouvrage pour faire baisser le bilan total d'un projet? Est-ce que c'est pas du tout des questions que vous avez? Je sais pas. Si, alors nous, on ne traite pas ces questions directement, parce qu'on n'a pas trop la compétence d'ingénierie des calculs, des cycles de vie et tout, mais quand on travaille sur un gros projet, qu'on est dans un groupement de maîtrise d'œuvre en tant que BE réemploi, on travaille beaucoup avec le BE thermique, forcément, qui en général est celui qui impulse la question de tel ou tel label ou telle norme qu'on voudrait atteindre, qui peut débloquer des subventions. Donc ça fait un savant mélange, enfin savant équilibre économique pour à la fin avoir des ratios au mètre carré subventionnés. Et donc à ce moment-là, ça rentre effectivement dedans. C'est à ce moment-là que c'est calculé. Donc oui, ça peut constituer un argument, mais les exigences restent quand même assez faibles. On a en France l'ADEME qui a donc parlé qui a fait un constat, donc qu'il y avait 1% aujourd'hui en tonnage des matériaux extraits de chantier, de réhabilitation, démolition, construction, qui font l'objet d'une valorisation au réemploi, moins d'1% d'ailleurs même. L'objectif de la France à travers le concours des éco-organismes et de la REP PMCB, bon, on rentre dans des trucs un peu techniques, mais en gros l'ADEME a fixé un nouvel objectif qui ne soit pas de 1%, mais de 5% en 2028. Donc on approche quand même à grands pas de ça. C'est pour ça que la France a missionné des éco-organismes. Donc les éco-organismes, il y en a 4, il me semble. Ils ont tous un peu des thématiques particulières et ils aident, ils accompagnent les projets, notamment les projets pilotes en réemploi, pour pouvoir faire cas d'école, faire jurisprudence sur des questions des fois légales, etc., pour faire avancer la filière et à la fin massifier, réussir à faire un tonnage plus important. Après, ce qui est compliqué en réemploi, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de parcours administratif vraiment établi. On observe des choses très différentes d'un projet à l'autre, d'une échelle de projet à l'autre, ou même à échelle comparable, de comportement d'un bureau de contrôle ou d'un client peut être complètement différent en termes de besoins, de justification, d'assurabilité des matériaux. Enfin, c'est très flou encore, il n'y a pas de parcours très clair, ce qu'on déplore quand même. Enfin, c'est compliqué du coup d'avancer là-dedans. Et je sais plus, je voulais conclure mais j'ai oublié. Mais voilà, en gros, le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ça. Et donc on va vers des objectifs plus élevés. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que les objectifs en tonnage vont progresser vers 5%, parfois sur d'autres projets. Par exemple, je sais pas, des bailleurs qui appliquent les plans climat de leur ville ou des choses comme ça. Des fois, c'est pas calculé en tonnage, c'est calculé en pourcentage du coût travaux. Alors le pourcentage du coût travaux, si on est sur du second œuvre ou du gros œuvre, enfin, voilà, ça peut valoir dire des choses très différentes. Des fois, on peut avoir un objectif de 5% atteint, 5% du tonnage atteint avec 5% du montant de travaux. Et des fois, 1% du montant de travaux suffit à faire 5% selon le matériau qu'on met en œuvre, évidemment, dans le projet. Donc les méthodes d'évaluation et de calcul, elles sont elles-mêmes à l'étude. C'est-à-dire que autant que le réemploi essaie d'avancer et de lever ses freins logistiques, économiques, assurantiels, même la compréhension de la filière elle-même, c'est un enjeu de recherche aujourd'hui. Nous c'est dans cette perspective-là qu'on travaille avec notre plateforme, et notamment c'est pour cette raison qu'on a une plateforme diversifiée en matière de matériaux. On n'est pas monomatériaux, au contraire, pour pouvoir mener des expérimentations, savoir quels sont les cul-de-sac, en gros, les choses qui fonctionnent, voilà. Je me dis que l'avant-soirée avance et que voilà, peut-être on peut essayer d'arriver à une petite conclusion. Moi, j'avais juste envie de vous poser, comme ça permet de discuter plus tard aussi, hein, avec une bière. Mais j'avais juste une petite question. Si on vous pose en 3 minutes la question, qu'est-ce qu'on voit dans le cabinet de curiosité là-bas? En 3 minutes. Une évolution de notre propre pratique, justement sur la question au départ du réemploi et au travers de la réhabilitation,
et qui mène à des interrogations de plus en plus construites et une réponse directe du matériau de seconde main et sur un aspect formel. Super. C'est moins de 3 minutes. Mais... Ah, magnifique, magnifique. Non, juste pour la dernière information, avant les petits applaudissements, 2 informations. La première, on garde tout le monde demain pour la journée et on va essayer de discuter avec vous, les étudiants de S7, Master 1, de Thierry et Franck qui sont là. Donc on a l'occasion de discuter avec vous. N'hésitez pas à passer si vous voulez peut-être un peu plus d'explications sur ce qu'on voit dans le cabinet de curiosité. Et puis la deuxième information, c'est qu'on peut dire que le bar est ouvert maintenant. Merci.